Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan de l'année 2019. Alors cette petite vidéo est pour moi l'occasion déjà en ce tout début d'année de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2020. Je vous souhaite plein de créativité, de beaux projets, de belles réalisations et beaucoup de plaisir dans vos loisirs créatifs. Voilà. Alors cette vidéo est aussi pour moi l'occasion de regarder un peu en arrière, de me tourner un peu vers l'année 2019, regarder un peu ce que j'ai fait, faire le point. C'est aussi l'occasion pour moi de vous faire un peu une rétrospective de mes créations et un peu de tirer quelques conclusions sur ma pratique du tricot, de la couture, d'autres loisirs créatifs et aussi de la lecture. Cette vidéo va se diviser en 4 parties différentes. Tout d'abord le tricot, je pense que c'est là où j'ai peut-être le plus de choses à vous dire. La couture. Une autre partie beaucoup plus petite qui concernera les autres loisirs créatifs, donc où je regrouperai un peu mes autres activités. Et enfin, dans une dernière partie, je vous parlerai de mon bilan en ce qui concerne la lecture. 2019 a signé pour moi le retour de la lecture dans mon quotidien. Je vous en parle un peu plus, de manière un peu plus approfondie dans la partie consacrée. Et je vais passer tout de suite à la partie tricot et au bilan de l'année 2019 pour cette activité. Alors, en tricot, le premier constat que je peux faire, le premier bilan sur l'année 2019, c'est que j'ai majoritairement tricoté pour moi. Alors, j'ai tricoté en tout 15 pièces différentes que je vais vous énumérer comme ça, comme elles me viennent un peu. D'abord, en grosses pièces, donc ce que j'appelle grosses pièces, c'est pulls et gilets. J'en ai tricoté 5 en tout. Donc il y avait le gilet Margot de Longa avec Anna, tricoté en laine La Fée-Fil, donc c'était du mérino soie, en coloris Jean de Nîmes. Ensuite il y a eu le pull Imagine d'Atelier Émilie, que j'ai tricoté en laine Fonty, cœur d'Angora, en coloris blanc. Ensuite il y a eu le pull Enchanté d'Atelier Émilie également, que j'ai tricoté avec 2 fils ensemble. Le fil moelleuse de mon Chip Shop en coloris C'est mon arbre maman, et doublé avec le fil Orphée de laine amourée en coloris T'es belle au naturel. Voilà. Il y a eu ensuite le gilet Wishes de Rory Locatelli, que j'ai tricoté avec de la laine amourée Flora, donc avec du yak, en coloris Bagheera. Et enfin, celui que je porte aujourd'hui, il s'agit de Separate Ways de Rory Locatelli, toujours, donc en laine La Fée-Fil, et coloris il y en a plusieurs, donc il s'agit de, ici par exemple, Ernest, ici sur la manche en bas, Mentholé, Rose en bouton, et ça passe crème. Voilà pour les grosses pièces. Ensuite, toujours pour moi, j'ai tricoté 3 accessoires. Un châle, le châle, je ne sais pas trop comment ça se dit, je dirais Jui de Rory Locatelli, en laine Madeleine Toche, voilà. Puis j'ai tricoté aussi un col, le col monochrome de Rory Locatelli, toujours, en fil mon Chip Shop. C'est le coloris poudré, voilà. Et une écharpe en alpaga, donc c'est de la laine Fonty, la laine Paul de Fonty, oui.
Ensuite, j'ai tricoté des paires de chaussettes. Ici, c'est un peu plus partagé entre moi et ce qui était à offrir, puisque j'ai tricoté 4 paires différentes, 2 que j'ai offertes et 2 paires que j'ai gardées pour moi. Donc voilà. Et enfin, j'ai tricoté 3 bonnets qui étaient des cadeaux que vous pouvez retrouver dans ma vidéo précédente sur mes cadeaux de Noël que j'ai tricotés. Voilà pour le bilan pièce par pièce. Alors je vais vous faire à présent un peu un bilan top et flop pour le tricot. J'ai mis qu'une seule pièce dans chacune des catégories. Vraiment ma pièce préférée en top et en flop. Ce n'est pas vraiment que c'est la pièce que j'aime le moins, mais plutôt qui est un peu un échec. Je vous présente ça tout de suite. Donc mon top, c'est mon gilet Wishes, donc de Rory Locatelli. Et c'est mon top pour de nombreuses raisons. Quand j'ai voulu le réaliser, j'ai voulu faire un basique. Je me suis dit que ce serait peut-être une pièce ennuyeuse à faire, mais qui serait nécessaire pour ma garde-robe. Donc un gilet noir assez basique, sans torsade, sans point de dentelle, essentiellement en jersey, même si la forme est un peu particulière puisqu'elle s'évase de plus en plus avec un très joli drapé. Donc je voulais un basique et j'avais peur de m'ennuyer en termes de réalisation et que ça soit pas non plus la pièce de l'année. Et puis finalement, pour moi, si c'est la pièce de l'année, parce que je suis ravie de mon association fil modèle. Le fil que j'ai choisi donne, je trouve, une jolie brillance, un joli drapé à ce modèle. J'aime vraiment le rendu final que cela donne sur moi. Finalement, je me suis bien amusée à le réaliser. Et comme c'est une pièce basique, elle s'insère parfaitement dans ma garde-robe. Un gilet noir de cette forme-là, c'est vraiment ce qu'il fallait dans ma garde-robe. Et c'est en ça que c'est vraiment le top de cette année. Et du coup, bien que j'ai terminé ce gilet en fin d'année, dans les derniers jours, je l'ai déjà beaucoup porté. Et beaucoup apprécié depuis la fin de sa réalisation. Voilà. Pour mon flop, et là c'est une grosse déception, sur le moment j'étais ravie de ma pièce, puis finalement je me rends compte que je ne la porte pas du tout. Il s'agit du gilet Margot. J'aime énormément le modèle, qu'on a vu beaucoup de fois et dans de nombreuses couleurs, dans de nombreuses versions sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup le fil que j'ai choisi, donc la laine de la Fil que j'ai choisi, qui est vraiment d'une couleur magnifique et vraiment le fil est vraiment très beau. Et j'aime aussi l'association des deux, hein. Je trouve que le modèle et le fil vont bien ensemble. En revanche, je n'aime pas du tout le rendu sur moi. C'est dû à plusieurs choses, déjà à des erreurs de ma part, des erreurs que j'aurais pu corriger, mais il y a aussi d'autres choses dans cette pièce qui ne me convenaient pas et qui ne m'ont pas poussé à aller modifier ce qui n'allait pas dans cette pièce. Donc pour aller assez rapidement, il y a d'abord les manches que je trouve un peu courtes. J'ai vu un peu juste sur les manches, elles n'arrêtent pas de remonter. Moi j'aime bien les manches qui restent bien sur le poignet, quitte à les remonter moi-même et à les plier, enfin à les froncer un peu sur le bras si j'ai envie d'avoir les poignets libres, mais j'aime aussi pouvoir sentir la manche au niveau de mon poignet et de la naissance de la main, vraiment d'être bien couverte, pas avoir la sensation de devoir toujours tirer sur les manches. Je vous dis ça, je porte quelque chose qui n'a pas de manches, mais là c'est pas pareil, ça tombe pas, c'est pas des manches entières, voilà, c'est pas pareil. Donc il y avait déjà ce premier problème. Le second, c'est que bien que je sois à l'aise dedans, au niveau de l'aisance, au niveau de la poitrine notamment, les boutonnières ont tendance à tirer. Pourtant, je sens que le tissu en lui-même n'est pas spécialement tiré, il y a encore de l'aisance, et pourtant mes boutonnières s'étirent vachement, je ne trouve pas ça très esthétique. Ensuite, c'est dû à la forme, c'est un gilet droit, et par rapport à ma morphologie, je trouve que ça ne va pas du tout. Moi, au niveau de ma morphologie, j'ai
une forte poitrine, la taille un peu resserrée et j'ai pas mal de hanches. Ce qui fait que cette forme droite, si je me base sur mon tour de poitrine pour la taille, au niveau des hanches, je me retrouve un peu serrée, donc je ne peux pas fermer le dernier, voire les deux derniers boutons. Sinon, ça fait vraiment très compressé et ça a tendance du coup à remonter sur mon bassin. Donc voilà, et du coup à être un peu, ça baille un peu au niveau de la taille qui elle est plus fine, tout en étant bien assez serré au niveau de, enfin assez ajusté au niveau de la poitrine. Donc au départ je me suis dit c'est pas très grave étant donné que moi les gilets je les porte beaucoup ouverts. Voilà, sur des robes ou sur des petits tops avec pantalon, je me suis dit c'est pas grave, ça sera un modèle que tu pourras tout à fait porter ouvert, mais même ouvert je trouve que ça va pas en fait, je trouve que c'est un modèle qui est fait pour se porter fermé. La dentelle ne se voit pas lorsque c'est ouvert, il ne tombe pas bien, il ne reste pas en place parce que c'est un gilet qui est fait pour être fermé. Donc même si j'aime beaucoup l'association couleur et modèle et que j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette pièce, je sais que je ne la porterai pas et c'est en cela que c'est vraiment un flop pour l'année 2019. Au global, si je dois faire un peu un bilan de tout ça, de toutes ces pièces réalisées, ce qui a été réussi et moins, je dirais que mon bilan tricot est un peu mitigé cette année. Alors pourquoi? Donc déjà dans un premier temps, j'ai pas fait énormément de pièces. Cela s'explique par le fait, comme je vous l'ai déjà dit et que je redétaillerai un peu plus tard, que j'ai repris pas mal la lecture et dans ma façon de faire, la lecture prend un peu la place, le temps consacré normalement au tricot. Et donc il a fallu partager ce temps entre lecture et tricot. Et du coup, j'ai fait moins de pièces que ce que je pouvais imaginer au départ. Mais là, c'est pas vraiment un problème parce que je suis pas dans le quantitatif quand j'essaye de faire le bilan de ce que j'ai réalisé au cours d'une année. Ce sont des loisirs et j'ai pas spécialement envie de compter. Donc il n'y a pas énormément de pièces, mais là n'est pas le problème. Le problème sur le tricot et ce qui me donne envie de dire que le bilan est mitigé cette année, même si j'ai des très jolies pièces qui me plaisent beaucoup, c'est que c'est plutôt dans ma pratique, voilà, c'est que j'ai eu tendance à m'éparpiller beaucoup en tricot. J'ai commencé beaucoup de nouvelles choses au cours de l'année. J'avais déjà commencé à la fin 2018 et j'ai vraiment continué sur cette lancée en 2019. Et ça ne me correspond pas du tout, ça ne me convient pas du tout. Je me suis sentie un peu dépassée dans l'accumulation de projets qui étaient à faire, qui étaient commencés et pas terminés. Et beaucoup de choses qui étaient en cours et où je ne savais plus vraiment vers lequel aller, ce que je voulais choisir. Alors dans le tricot, j'aime bien vraiment toutes les étapes du processus. J'aime bien débuter un nouveau projet, et voilà, je suis toute contente de pouvoir choisir un nouveau modèle, celui que je vais réaliser, choisir le fil qui ira avec, voir ce que va donner l'association des deux. Regarder, voilà, faire l'échantillon, quelle taille je vais devoir faire, la taille d'aiguille adaptée, puis après il y a la réalisation qui, voilà, qui est un autre plaisir. J'aime aussi finir des projets, alors non pas que je sois fan de rentrer les fils, etc. Mais j'aime bien, voilà, ce moment où le projet est fini, j'ai un nouveau vêtement dans ma garde-robe que je vais pouvoir essayer, essayer d'apprécier, de découvrir en tant que nouveau vêtement que j'ai mis du temps à réaliser. Et toutes ces étapes, j'aime bien chacune les savourer pour chaque projet. Et là, donc cette année, j'ai eu beaucoup de projets commencés un peu de manière un peu euphorique à certains moments. Et je suis allée très vite sur toutes les étapes du processus en fait, un peu comme une indigestion de montage de nouveaux projets, une indigestion parce que je me suis retrouvée à un moment donné
où il y avait déjà beaucoup de projets qui étaient en cours et en milieu de réalisation. J'ai pas spécialement alterné ces plaisirs de nouveaux projets et puis projets à continuer. Et du coup, à la fin, ça a donné en 2019. Et là, je vous invite à aller voir ma vidéo qui porte sur ça, sur euh, cette période où j'ai essayé de finir les encours pour remettre un peu les choses à plat. Voilà, je vous mettrai un lien quelque part dans cette vidéo si vous ne l'avez pas vu pour voir un peu tous ces projets que j'avais accumulés et que finalement j'ai essayé en fin d'année voilà, de revenir un peu à un état de tricot et de nombre d'encours acceptable pour moi en tout cas. Voilà, pour moi, comme j'aime bien savourer chacune de ces étapes, s'il y a trop de choses en même temps, si j'ai envie de faire vite pour passer au projet suivant, si voilà, je perds le goût de chacun des projets que j'avais commencé puis mis de côté. C'est un peu comme dans la lecture en fait, où un livre, même s'il est très bon, si on l'apprécie beaucoup, voilà, si on met des mois et des mois, des années à le lire, voilà, page après page, chapitre après chapitre. Donc là pareil, en lecture, j'aime bien prendre mon temps, mais quand on l'étale trop, qu'on lit par-ci par-là, sans vraiment être totalement dedans pendant quelques heures, le soir, ou voilà, à un moment donné, régulièrement de pouvoir avancer dans l'histoire, je trouve que l'histoire, le livre perd de sa saveur et on l'apprécie moins que si on le lit et qu'on est pleinement et entièrement dedans. Et pour le tricot, c'est pareil, voilà, si je fais un peu de ci, je fais un peu de ça, et je repasse à l'un, je repasse à l'autre, finalement, je n'ai plus le même plaisir du tricot de chacune des pièces. Et donc, c'est vraiment le gros reproche que je me fais pour l'année 2019, c'est de m'être éparpillée et de ne pas avoir respecté ce loisir et ce que j'aime dans ce loisir en fait. Je suis allée un peu dans tous les sens. Ça ne me correspond pas, même s'il y a des moments où on a envie de nouveautés, on a envie de lancer plein de nouveaux projets. À ce moment-là, c'est sympa, mais il faut penser aussi à après, qu'on va se retrouver avec une accumulation de projets et tous en même temps, plein de projets en plein milieu. Voilà, et pour certains qui étaient assez semblables dans la réalisation, où voilà, j'ai pas eu plein de diversité dans les techniques, que ce soit des torsades, de la dentelle, du jersey, etc. J'ai eu beaucoup du jersey et un peu de dentelle. Voilà, donc ce qui a fait que je me retrouvais à un moment donné avec plein de projets où il fallait pour avancer faire du jersey, donc j'avais même pas spécialement le choix de ce que je voulais faire en termes de technique, de passer de l'un à l'autre. Il n'y avait pas une grande variété de techniques que je pouvais aborder et ça me plaisait pas trop dans ma façon de faire. Ça m'a un peu éloignée aussi du tricot en fin de compte parce que c'est loin de ma pratique. J'ai envie de revenir principalement à ce que moi j'aime dans mes loisirs, dans ma façon de faire les choses au quotidien, de revenir vers la lenteur en fait. C'est ce que j'aime. J'aime prendre le temps de savourer un livre, de prendre le temps de lire les mots, d'apprécier leur sonorité, tout autant que l'histoire. Et donc quand je lis, je ne fais pas spécialement autre chose en même temps. Et de la même manière pour le tricot, de pouvoir prendre le temps d'apprécier le tricot que j'ai choisi de mettre sur mes aiguilles, que j'ai choisi d'avoir comme pièce dans ma garde-robe, et de prendre le temps d'apprécier sa réalisation, ses techniques, ses couleurs, la découverte de ses couleurs, de son fil, voilà, tout au long du processus, et de profiter de chaque étape, comme je disais, le montage, tout le choix des projets, toute cette nouveauté du début qui est super attirante et excitante, la réalisation calme, sereine, voilà, le déroulé du projet qui avance, de voir la couleur apparaître, la réalisation de la dentelle, voilà, qui se dessine ou d'une torsade, et puis le projet final. Voilà, savourer toutes ces étapes du plaisir qu'offre le tricot et vraiment de revenir à ça dans ma pratique. Et donc ça m'a fait vraiment du bien de remettre un peu en fin d'année les choses à plat
en éliminant un peu tous ces encours et en revenant à un nombre d'encours un peu plus raisonnable. Voilà. Après, chez les autres, ça me choque pas spécialement qu'ils aient plein d'encours dans leur pratique, c'est ça qu'ils aiment, de pouvoir aller piocher, d'avoir du choix. Mais moi, dans ma pratique, ça me convient pas du tout. Euh, voilà, je trouve ça frustrant de voir les choses s'accumuler et qu'il n'y ait pas voilà, de nouvelles choses qui finissent, qui arrivent, d'être en plein milieu de plein de choses en même temps et de finalement, à force de les laisser traîner, de perdre un peu la saveur voilà, de perdre un peu le plaisir que j'avais eu quand j'ai choisi de réaliser telle ou telle pièce. Finalement, au cours du temps, ben, voilà, j'ai un peu moins envie de les faire si je les laisse traîner. J'ai un peu moins envie de les avoir aussi. Donc voilà, de revenir un peu plus à ça. Alors de même pour la couture, je vais vous présenter les différentes pièces que j'ai réalisées en couture en 2019. Un peu voilà, pour vous faire la rétrospective de mes réalisations de cette année. Après, un petit bilan top et flop, avec là encore une pièce pour chaque catégorie. Et après, des impressions générales sur ma pratique de la couture, ma façon de mettre les choses en œuvre cette année. Alors sur le nombre de pièces, le constat est d'abord que j'ai très peu cousu cette année. Alors c'est pas spécialement négatif en soi, je ne cherche pas spécialement à avoir un nombre de pièces particulières, ni à aller vers la performance, vers la quantité. C'est pas du tout ce que je recherche, c'est pas spécialement négatif, mais c'est plutôt dans le sens où je me suis pas tant tournée vers la couture que ça cette année. En termes de pièces, j'ai réalisé 5 hauts différents cette année, 3 sweatshirts, 2 sweats Maël, voilà, et un Joko de Ready to Sew. Voilà, j'essaierai de vous insérer des photos pour vous rappeler un peu ces différentes pièces que j'ai réalisées. Il y a un des sweatshirts, je pense que je n'aurai pas de photos parce que tout simplement il est trop petit. Une chemise qui est voilà, un peu un intermédiaire dans ce que moi j'ai réalisé entre une veste et une chemise. Moi je la porte en fait en surchemise, on va dire, qui est la chemise veste, voilà. Julien de Ready to Sew également, et un t-shirt plantain à manches 3/4. Voilà, que je porte d'ailleurs assez souvent avec ma chemise Julien. En bas, j'ai réalisé 2 jupes cette année, une mini sister dans un tissu jacquard et une jupe bonjour. Voilà. 2 pièces que j'ai plutôt réalisées en hiver, en fin d'année. Enfin, j'ai cousu 2 manteaux, 2 fois la même chose dans des couleurs différentes. Il s'agit du manteau magnésium en moumoute tout doudou là, une pour moi et une pour ma petite sœur. Voilà. Et enfin des accessoires. J'ai cousu un sac de taille moyenne qui est mon sac pour aller à la piscine. Voilà. Et 4 petits pochons emballage pour mes cadeaux de Noël. Là encore, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à aller voir ma vidéo concernant la réalisation de mes cadeaux de Noël. Donc voilà, ces différentes pièces, en top et en flop, c'est assez simple. Mon top, c'est la pièce que j'ai pris le plus de plaisir à la fois à coudre et que je porte énormément, quand la saison s'y prête évidemment, et que j'aime toujours autant, bien que ça soit une des premières réalisations, on va dire, de l'année 2019. Il s'agit de mon manteau magnésium. Non seulement j'aime beaucoup cette pièce, je la porte beaucoup, elle s'inscrit tout à fait dans le style et les coloris que je voulais pour cette année et que je pense pouvoir être assez intemporelle. J'espère pouvoir encore la porter pour de nombreuses saisons avec grand plaisir. Mais aussi, j'imagine encore avec le même patron
tellement de possibilités que ça me donne encore plus de plaisir à voir cette pièce chez moi. Je sais pas si je suis très claire, mais voilà, c'est ce que je ressens pour cette pièce. Le flop, c'est assez simple, et vous avez peut-être senti venir, c'est ce sweatshirt que voilà, je n'ai même pas de photo, parce qu'il est trop petit, tout simplement. Après, si je dois te donner mon impression globale, je ne me suis pas énormément amusée en couture cette année, et c'est vraiment le gros reproche, plus que de regarder pièce par pièce si ces pièces me conviennent. Je me rends compte que je n'ai pas spécialement besoin que des pièces soient compliquées à réaliser pour m'amuser. Je peux très bien beaucoup m'amuser, prendre énormément de plaisir sur des t-shirts tout simples, comme j'avais fait en 2018 toute une petite collection de t-shirts plantains. Je m'étais vraiment amusée parce que je savais d'avance que j'allais les porter et que je savais d'avance que j'allais réussir à étoffer ma garde-robe. Voilà, cette année, j'ai cousu des pièces, certes, que je porte, qui me plaisent pour la plupart. Mais il n'y en a pas eu beaucoup parce que souvent mes envies se sont un peu, et là comme en tricot, un peu éparpillées. J'ai eu beaucoup d'envies qui venaient et partaient assez rapidement. Voilà, et du coup, ça m'empêchait peut-être de passer à l'étape de création, de réalisation. Voilà, chaque fois j'avais une envie, puis elle partait, donc en fait je n'avais même pas le temps d'aller jusqu'à ma machine, que déjà cette envie était partie. Voilà, donc c'est un peu le bilan de cette année. Voilà, c'est pareil, j'ai pas été conforme à moi-même, à ma façon de faire habituelle. J'ai voulu aller trop vite dans mes idées, dans mes envies, et du coup, là encore, je me suis moi-même laissée un peu dépasser par toutes ces envies qui partaient. Alors c'est vrai qu'on est pas mal influencé par les réseaux sociaux, où on voit pas mal de choses différentes passer, des effets de mode aussi. Il y en a qui cousent, qui tricotent vraiment très vite et en quantité. Et c'est vrai que des fois ça pousse un peu dans cette mouvance. Et moi je ne suis pas dans cette mouvance-là. J'aime prendre le temps de faire les choses, d'aller lentement, voilà, de profiter de, du plaisir de la couture ou du tricot en tant que tel, de la réalisation. Et là, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai pensé le plus souvent à des envies pour la pièce finie. Et du coup, des fois, j'ai pas eu envie d'aller jusque devant ma machine pour réaliser ces pièces parce qu'il n'y avait pas l'envie, en plus de cela, de la pièce terminée, l'envie de la réalisation. Et c'est dommage parce que ça m'a conduit à une perte de motivation alors que j'aime beaucoup la couture. Pour les autres loisirs créatifs, ça va aller assez vite. Et là, le bilan ne sera ni bon ni mauvais, on va dire. Parce que là, je suis assez restée égale à moi-même. En tout cas sur le crochet, par exemple. Donc j'ai continué à crocheter, pardon, des pièces des deux livres que j'ai, donc les pique-à-pot. Je ne me suis pas étendue, voilà, et j'ai toujours envie de continuer à crocheter ces modèles. Il y a encore dans ces livres plein de choses inexploitées, donc j'ai encore de quoi faire et je suis contente. Après avoir acquis ces deux livres, je pense que c'était en 2018, les avoir déjà utilisés et de réussir encore à prendre du plaisir en gardant voilà, quelque chose que j'ai déjà et de continuer d'approfondir dans le crochet voilà, des modèles toujours issus du même livre mais que je n'ai pas soit encore fait ou soit de trouver d'autres combinaisons de couleurs. Donc là, en crochet, j'ai réalisé 4 pièces, exclusivement des cadeaux pour le coup, contrairement à la couture ou au tricot où c'est assez égoïste. Là, le crochet en général, c'est tout de suite pour des cadeaux. C'est vrai que ça va assez vite à réaliser, donc on ne s'engage pas dans un projet à trop long terme, donc il n'y a pas vraiment d'essoufflement dans cette pratique-là, mais je suis contente de ne pas me mettre trop étendue et d'être restée sur quelque chose qui me plaît
sans m'ennuyer d'être restée sur cette gamme en fait de projets réalisés en crochet. Donc voilà, si je les gardais pour moi, je commencerais à avoir une belle collection de peluches. Et là, elles partent à chaque fois dans des foyers différents pour des cadeaux. Et ces petites peluches semblent à chaque fois très appréciées, donc je suis contente. Et pour le crochet, j'envisage de rester sur cette lignée-là, de continuer à exploiter ce que j'ai déjà. En termes d'autres loisirs, j'ai commencé la broderie. J'ai essayé de m'y mettre, ça faisait longtemps que j'y pensais. Longtemps que ça me donnait envie, et puis j'y ai pensé longuement sans m'y mettre. J'ai vu après qu'il y avait de plus en plus de personnes, et finalement quasiment tout le monde s'est mis à la broderie, donc c'est super, on voit plein de jolies choses, plein d'inspirations, plein de jolis modèles défiler, donc ça c'est super. Ça m'a donné encore plus envie, et j'ai fait une première réalisation, donc je me suis vraiment bien amusée, j'aime beaucoup. Je compte continuer et vraiment inscrire la broderie de façon durable dans mes loisirs créatifs, ça c'est certain. Et le seul point qui est dommage, et j'espère que je ne vais pas continuer dans cette lancée, c'est que pour l'instant, ma première broderie, j'en suis contente, elle est pour moi satisfaisante, même si on peut vraiment s'améliorer, ça j'en suis certaine, ça peut être que mieux. Mais non, il n'empêche qu'elle reste assez jolie, elle me semble voilà, assez exploitable, montrable on va dire, et pourtant je n'en ai rien fait. Je pensais me coudre un petit accessoire, une petite trousse, une petite pochette avec le tissu sur lequel il y a la broderie, et pour l'instant c'est juste une pièce de tissu avec une broderie, donc c'est vraiment dommage. Il faut vraiment que je trouve le projet idéal qui me donne envie, là encore, de coudre cette pièce. Et on en revient un peu à la couture, voilà, qui m'a un peu refroidi cette année, qui m'a un peu, pour lequel je me suis démotivée à vouloir me submerger de trop d'envie et trop d'idées. Finalement, j'ai fait peu de choses. Et du coup, ça a été un frein et c'est dommage. Donc il faut que je revienne vers quelque chose de plus raisonnable, raisonné, avec les idées qui viennent une par une. Et que je profite à chaque fois d'une envie, d'une idée, du début à la fin, voilà, que cette idée, j'aille jusqu'à la concrétiser. Et dans le cas ici de la broderie, c'est de faire quelque chose de ma broderie. Voilà, que ce soit de coudre une pièce ou de la mettre en cadre ou tendue sur un tambour, mais au moins d'aller jusqu'au bout de mon idée et d'en faire quelque chose. Voilà, donc pour les autres loisirs, c'est tout, crochet et broderie. Dans les deux cas, je me suis bien amusée cette année sur ce que j'ai réalisé en crochet. Je me suis bien amusée sur voilà, le début de la broderie et de m'y essayer. C'est quelque chose d'assez différent, d'assez calme. Voilà, avec ce mouvement de l'aiguille et du fil, voilà, un peu comme une danse. C'est un moment très calme que je rapproche finalement plus du tricot que de la couture, dans la pratique, dans le calme, voilà, dans la réalisation en elle-même. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui va pouvoir bien venir compléter la couture, le tricot et le crochet. Et notamment si je veux pouvoir personnaliser des t-shirts, des sweatshirts, ça sera parfait si vraiment je m'y mets pour de bon. On en arrive à la partie lecture, la partie qui va être pour moi la plus positive sur ce bilan de 2019. Comme je l'ai déjà dit en introduction, 2019 est vraiment le retour pour moi de la lecture à fond, à fond, à fond. Et je dis ça avec plaisir, je suis ravie de retrouver un peu mes livres et ces moments de lecture. Alors pour refaire l'historique, pourquoi je parle de retour, alors que bon, je lis toujours tout le temps, plus ou moins, et ça a été longtemps plutôt moins d'ailleurs,
mais j'ai toujours un livre en cours, un livre sur ma table de chevet que je lis voilà, sur une période plus ou moins longue. Mais voilà, la lecture a toujours fait partie intégrante de ma vie. Mais c'est vrai que, voilà, si je reviens un peu en arrière, quand j'ai débuté le tricot, donc c'était plutôt fin 2016, début 2017, enfin, pendant cette période voilà, de fin début d'année, pendant les fêtes un peu, 2016-2017, quand j'ai commencé le tricot, je m'y suis mise à ce moment-là de façon durable, avec plaisir. Je me suis lancée dans le tricot et j'ai plus décroché depuis. Et le problème, c'est pas vraiment que j'aime me sois mise au tricot, j'en suis très heureuse et ça m'apporte beaucoup de plaisir. Mais le problème, pour la lecture, c'est que tricot et lecture rentrent un peu en concurrence sur mon temps disponible. C'est-à-dire que je tricote ou je lis principalement le soir, un moment calme, avant d'aller me coucher. Les après-midi de dimanche, au chaud, sous un plaid, des choses comme ça. Ou même l'été, un peu au soleil. Et tous ces moments-là, ouais, tricot ou lecture, voilà, c'est un peu les mêmes moments. Et donc il faut se partager le temps entre tricot et lecture. Voilà, je l'évoquais un peu précédemment, j'aime un peu aller vers la lenteur, savourer les choses, aller doucement, et donc faire les deux en même temps, ça ne me conviendrait pas du tout. Lire en tricotant, ou tricoter en lisant, je ne sais pas trop dans quel sens il faut le mettre, mais en tout cas ça ne me conviendrait pas. Si je fais autre chose en même temps que de lire, j'aurais l'impression de ne pas être à fond dans ma lecture, de ne pas pouvoir profiter pleinement du livre. Il n'y a pas que l'histoire, il y a aussi les mots, voilà, les phrases, les sonorités que ça peut avoir. Et ça, on passe peut-être, enfin, en tout cas pour moi, je passerais à côté si je faisais autre chose en même temps. De même, le tricot, je peux faire d'autres choses en même temps. Je regarde principalement des podcasts, des séries, ou j'écoute des livres audio quand je tricote. Mais je suis plus au tricot qu'à l'autre activité. L'autre activité est assez passive, on va dire, et je profite normalement pleinement du tricot comme ça. Je peux même tricoter sans rien faire, j'ai aucun souci à être dans un silence parfait, ça ne me pose aucun problème, j'apprécie d'autant plus. Et que ce soit pour ces deux loisirs, je ne suis pas dans une envie, dans une idée de performance, d'aller vite et de pouvoir tout faire en même temps, de pouvoir tout combiner pour pouvoir en faire plus. Voilà, j'aime bien prendre mon temps. Et du coup, le résultat a été que quand je me suis mis au tricot, j'ai un peu délaissé la lecture. Et donc, en 2019, sans doute parce que j'avais ces problèmes de tricot que j'avais accumulés et qui m'avaient un peu refroidi, peut-être démotivée aussi, je suis repartie vers mes livres et là ça a été une année vraiment de lecture pleine de, voilà, de bons moments de lecture, de retrouvailles avec ce que j'aime dans la lecture, vraiment. Et, et voilà, donc c'est là où j'ai le bilan le plus positif. Alors pareil, je vais vous dire un peu un bilan chiffré, mais je ne suis pas dans les chiffres. Voilà, je trouve que j'ai eu une bonne année lecture. En même temps, j'ai pas lu 150 livres, hein, mais je trouve que cette année de lecture a été qualitative et c'est ce point qui fait que cette partie, la partie lecture est très positive, peut-être par rapport aux autres parties, c'est que vraiment j'ai lu des choses qui m'ont plu, qui m'ont correspondu et j'ai pratiqué la lecture voilà, ma pratique de la lecture a été conforme à ce que j'en attends. Voilà, c'est pour ça que c'est très positif pour moi cette année. Alors, si je suis un peu le même schéma que pour le tricot et la couture, pardon, je dirais qu'en lecture, j'ai lu 21 livres. Donc voilà, c'est pas énorme sur une année, même si j'ai repris vraiment la lecture plutôt au mois de juin, donc c'est plutôt sur une demi-année. Mais enfin, c'est pas non plus énorme, mais c'est pas mal. Surtout que je lis parfois de très gros volumes. Et j'ai écouté 7 livres audio en plus.
Donc les livres audio, c'est principalement des Agatha Raisin, voilà, qui sont des trucs peut-être un peu plus légers, où là ça me gêne moins, ça me gêne pas de ne pas le lire, voilà, d'écouter juste l'histoire, voilà, parce qu'il n'y a pas chez Agatha Raisin, dans ces livres-là, spécifiquement des choses, des éléments importants, en tout cas pour moi, dans le fait de lire les mots, voilà, de découvrir les chapitres, etc. Ce qui me plaît, c'est principalement l'histoire, l'enquête, et puis c'est assez léger, donc pendant que je tricote, ça ne m'empêche pas, voilà, si je m'évade un peu pendant que je tricote, je ne perds pas non plus énormément d'informations, et je ne rate pas de moments de lecture en choisissant ces livres en audio. Hein, ce que j'écoute en livre audio, c'est absolument pas les mêmes choses que ce que je pourrais lire. Maintenant, si je devais faire un top et un flop, les moments marquants en top de ce qui a été vraiment positif en lecture, et les moments flop, ça va être un peu plus étoffé que sur les autres parties, parce que sur les flops, il y en a peu, mais voilà, que je vais quand même vous énoncer, vous signaler un peu. Mais sur les tops, il y a tellement eu de bons moments lecture que c'est difficile, et il y a plein de choses marquantes, donc voilà, je vais vous raconter un peu ce qui a été vraiment marquant pour cette année de lecture. Alors je vais commencer peut-être par les flops, voilà, comme ça pour repartir un peu sur une note un peu positive. Il y a eu quand même des livres que je n'ai pas aimés. Ça a été rare, parce que je choisis souvent moi-même mes livres, je réfléchis à ce que j'ai envie de lire, et souvent c'est soit assez conforme à ce que j'attendais, ou soit je connais l'auteur, donc voilà, je sais à quoi m'attendre, ou soit c'est une belle découverte ou une belle surprise parce que c'était mieux qu'attendu, donc voilà. Donc parfois on m'offre des livres et là c'est un peu plus aléatoire selon si les gens me connaissent ou pas, ou voilà, peut-être que eux n'ont pas encore lu le livre et qu'ils choisissent, et, et qui peut être finalement pas très bon, ou en tout cas ne pas me plaire. C'est pas vraiment des déceptions parce que j'en entendais pas beaucoup. Il y a eu Un homme dangereux d'Émilie Frêche. Alors il doit être par là. Voilà. Un homme dangereux d'Émilie Frêche, qui était pour moi l'histoire, parce que j'en attendais, ou ce que j'imaginais être, c'est l'histoire, l'influence d'un homme, voilà, qui aurait, voilà, une influence néfaste sur la principale protagoniste. Voilà, une relation qui serait toxique ou dangereuse pour elle. C'est ce que j'imaginais. Voilà, une relation destructive qui modifierait la vie du personnage principal. C'est globalement le sujet qui est traité, mais finalement c'est pas ce que j'imaginais. J'imaginais avoir quelque chose d'un peu développé sur cette idée-là, et finalement ça reste assez sur ce qu'on imagine qu'une relation toxique peut être. Une relation avec un homme qui aurait une emprise sur une femme. Mais c'est plutôt dans la forme. J'ai pas vraiment aimé la façon d'écrire de l'autrice. Et c'était voilà, d'essayer de découvrir ce que pourrait être une relation assez malsaine comme ça, ce qu'elle pourrait donner, comment elle aurait pu être vécue par le personnage principal. Et voilà, c'était ça que je voulais découvrir. Et en fait, c'est pas si approfondi que ça sur ce sujet, et l'écriture me plaît pas du tout. Et ce qui me plaît pas du tout dans le livre, c'est qu'il y a de la réalité dedans, des faits plus ou moins actuels, qui étaient en tout cas l'actualité de l'époque de la sortie du livre. Je pense que c'est de 2013, un truc comme ça.
Donc de l'actualité bien ancrée, et en même temps on est dans une fiction, et il y a un mélange un peu des genres qui... pourtant, au global, ça ne me gêne pas spécialement qu'on utilise des choses qui se sont passées dans la réalité pour après étoffer et avoir une version fictive de qui aurait pu se passer, etc. Mais là, c'est tellement très ancré dans une actualité très... comment dire? Oui, dans une actualité qui reste assez présente dans les mémoires et en même temps qui sont parfois décrites de manière un peu vraiment approfondie, alors que tout le monde ne les a pas par cœur, n'a pas les événements par cœur en tête. Et je trouve que c'est un peu perturbant dans la lecture, ce mélange un peu réalité vraiment très réaliste, très vraiment dans l'actualité, dans des choses que l'on connaît, qu'on a vécues via l'actualité. En même temps, le personnage principal porte le même nom que l'autrice, mais ce n'est pas elle, parce que le personnage est marié, a 2 enfants, alors que l'autrice, je crois qu'elle n'a pas 2 enfants, je sais plus, enfin, c'est pas elle, pourtant elle porte le même nom, ancré dans une vraie réalité, et on ne sait pas trop si, sans connaître l'auteur, parce que moi quand je lis un livre, je lis d'abord pour l'œuvre et pas forcément... ou alors si c'est pour l'auteur en lui-même, je choisis spécifiquement des biographies. Et là on ne sait pas trop si on se situe, sans connaître l'histoire de l'auteur, si on se situe dans de la biographie, dans de la fiction, parce qu'on n'est ni dans de la biographie pure, ni dans de la fiction pure. C'est un peu un mélange qui m'a déstabilisée, qui m'a pas trop plu en fait. Et voilà, et c'est pas clair dans le livre, même si je pense que c'est globalement de la fiction, mais c'est pas de la fiction pure. Je me demande s'il n'y a pas une tentative d'insérer un peu de la biographie mais cachée, avec des noms de personnages à part le sien qui soient changés, cachés, des faits un peu modifiés pour cacher, mais en même temps de dénoncer des choses qui se sont réellement passées, je sais pas trop. Et du coup, ça m'a gênée en fait. L'impression de ne pas avoir une vraie honnêteté, une franchise de la part de l'auteur dans cette histoire. Et que ça soit de toute façon, l'histoire ne m'a pas transcendée. La façon dont c'est écrit ne m'a pas trop plu. Et ce mélange-là, entre biographie et fiction, on est ni vraiment dans l'un ni vraiment dans l'autre. Ça m'a pas du tout plu, de pas trop savoir sur quel pied danser, de pas savoir dans quoi j'étais réellement. Ça m'a vraiment déplu, donc c'était vraiment pas une très bonne lecture. J'en ai rien tiré de particulier. Heureusement, c'est assez court, parce que sinon peut-être que j'aurais abandonné. Je pense pas, parce que j'avais envie de voir ce que ça allait donner jusqu'à la fin, cette relation, mais finalement, elle est ce qu'on en attend, rien qu'en lisant la 4e de couverture en fait. Donc pas une franche réussite. Voilà. Et l'autre lecture qui a classé et l'autre lecture qui a classé dans les flops, alors je cherche où est-ce que je l'ai mise. Si vous le voyez, faites-moi signe. Alors, il s'agit du livre Sous le même toit de Jojo Moyenne. Voilà, donc elle a écrit les différents livres, donc il y a Avant toi, Après toi, etc. Non, je les ai pas lus. Mais j'avais vu le film Avant toi, qui est avec Emilia Clarke, qui m'avait beaucoup émue, même si c'est pas un grand film. Voilà, j'avais trouvé l'histoire assez émouvante, assez touchante, mais j'ai pas lu ce livre. Et du coup,
on m'a offert Sous le même toit, qui est de cet auteur. Et j'ai pas trop aimé en fait. Je m'attendais à quelque chose de rempli d'émotions, comme quelque chose d'assez touchant, d'assez délicat, comme j'ai retrouvé dans le film Avant toi. Et en fait non, ça parle d'une histoire de maison qui revient en héritage à une famille qui a un peu tout perdu avec le décès du mari, du papa, enfin de cette famille, et qui est une maison qui est complètement en ruine, une vieille maison qu'il faut complètement refaire de A à Z, alors que cette famille n'a plus rien ou plus grand chose parce que le père, en décédant, les laisse avec des dettes. Et en même temps, ils arrivent dans cette maison et tout le monde, chez les voisins, dans leur entourage, les jalouse parce qu'ils voulaient cette maison. Ils espéraient acquérir ou racheter cette maison qui a quand même si c'est une vieille maison, qui a du potentiel. Et voilà, et c'est cette histoire-là. Et voilà, il y a une histoire, il y a quelque chose, mais la fin est prévisible. En tout cas, c'est ce que moi j'avais imaginé pour la fin. Je trouve les personnages pas du tout attachants, en tout cas moi je m'y suis pas attachée. Je les ai trouvés pas très profonds, pas très creusés, pas très intéressants. Après je dirais pas que l'histoire elle est nulle, je pense qu'il y en a qui l'ont beaucoup appréciée, mais moi en tout cas j'ai pas adhéré à ce type d'histoire de dispute autour d'un bien matériel comme ça, de coups bas et tout ça, de rumeurs dans le village, enfin des choses comme ça. C'est pas du tout quelque chose qui moi me plaît ou m'attire. Voilà. On repasse quand même dans du positif avec les belles découvertes de cette année, et là il y en a à foison. Les bonnes lectures, les bons moments, les belles découvertes, il y en a vraiment plein. Et à commencer par d'abord un auteur avec plusieurs livres. Voilà, j'ai découvert, j'ai pas fait la découverte de l'eau chaude, mais en tout cas je ne connaissais pas encore les écrits de cet auteur. J'ai découvert Haruki Murakami cette année, et c'est la révélation de mes lectures. C'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. J'ai commencé à le découvrir avec un recueil de nouvelles des hommes sans femmes. Voilà, alors là, je sais exactement où c'est. Voilà. Donc, qui a été deux découvertes pour moi en fait. C'est le plaisir de lire des nouvelles, parce que habituellement je suis plutôt sur des romans. Donc je me suis un peu écartée de ce que j'aimais, mais en même temps, j'avais entendu parler de ce livre, donc je pense que c'était sur France Inter ou France Culture. Et vraiment, ce qu'ils en disaient me donnait vraiment envie. J'avais vraiment l'impression que ça correspondait à ce que j'avais envie de lire. Et vraiment, cette impression n'était pas trompeuse. J'ai adoré la plume de l'auteur, mais vraiment sa façon d'écrire. On est dans un mélange de réalité, de douceur, des sentiments, et en même temps de choses un peu surréalistes, d'onirisme. C'est vraiment parfait. Tout simplement, tout parfait pour moi par rapport à ce que j'aime. Et j'ai découvert aussi le plaisir des nouvelles. Moi qui aime prendre le temps de lire et tout ça, c'est un ouvrage que j'ai savouré nouvelle après nouvelle. Il n'y en a pas 50, il y en a 5 ou 6. 7. Voilà. Que j'ai découvert donc nouvelle après nouvelle. Ça a été un super moment. Et à partir du moment où j'ai découvert Murakami dans les nouvelles, je me suis dit, qu'est-ce que ça vaut dans les romans? Donc, j'ai bien sûr enchaîné sur cet auteur. Je remettrai dans l'ordre plus tard. Et pour le découvrir, j'ai choisi rien d'autre que ce qui a été un de ses gros succès, c'est-à-dire la série en 3 tomes de 1Q84. Et là, ça a été vraiment la confirmation que j'aime vraiment cet auteur, que ce soit pour les nouvelles ou pour les romans. Vraiment, ça a été
un moment magique de lecture. Vraiment un pur bonheur qui m'a vraiment redonné l'envie de repartir sur de la lecture. Alors, pour vous en dire un peu plus sur cette superbe découverte, c'est un peu délicat parce que moi, à partir du moment où j'ai aimé lire les nouvelles de Murakami, j'ai voulu me lancer dans 1Q84 et j'ai pas spécialement cherché à lire le résumé. Et c'est ce que, pour vraiment bien découvrir et pour se laisser surprendre, c'est ce que je recommanderais à ceux qui veulent découvrir 1Q84 ou Murakami en général, c'est de se laisser porter en connaissant le moins possible. Maintenant, pour vous donner un peu envie et vous communiquer pourquoi j'ai aimé 1Q84, voilà, je vais vous en dire quand même quelques mots. C'est donc globalement on suit deux personnages par alternance, chapitre après chapitre. On suit donc Aomame, un personnage féminin, et Tengo, personnage masculin, tous les deux autour de la trentaine. Voilà, ils ont plus ou moins le même âge. Et on les suit individuellement. Ils sont dans la même histoire. Voilà, donc on se dit qu'à un moment donné, soit il y a un lien entre les personnages, soit ils vont se rencontrer, voilà, soit ils ont un passé commun et on va finir par l'apprendre, ou quelque chose. En tout cas, on se dit qu'il y a forcément quelque chose qui lie ces deux personnages, sinon pourquoi ils seraient dans la même histoire? Pourtant, pendant longtemps, je vous montre le premier, mais parce que à force, porter les trois. Donc ils sont dans la même histoire, donc on se dit, ils sont dans la même histoire, on va pas suivre pendant tout... Enfin, ils sont dans le même livre, on va dire. Donc on va pas suivre pendant 3 tomes 2 histoires complètement différentes. C'est pas possible, à un moment donné ça va se rejoindre, ou on va apprendre un lien entre eux, ou voilà, quelque chose. Et c'est un peu tout l'intérêt du livre, c'est d'essayer de comprendre, d'essayer de savoir, en même temps qu'on avance dans l'histoire principale, voilà, pourquoi on nous parle de ces deux personnages, chapitre après chapitre, l'un alternativement alterné avec l'autre. Et voilà. Et en même temps, on est dans un monde, au départ, qui semble tout à fait normal. Et puis, il se passe des choses de plus en plus étranges. Et on se laisse un peu conduire par l'auteur. On se laisse aussi un peu berner par l'auteur, parce que on a l'impression que voilà, toutes les choses un peu étranges, un peu mystérieuses, voire oniriques qu'il y a dans ce livre, on a l'impression à des moments de savoir, ça y est, ce qui se passe, où est-ce qu'on en est. On commence à se dire, ça y est, je commence à comprendre le lien entre Aomame et Tengo. Et en fait, l'auteur nous berne du début à la fin, c'est-à-dire que ce qu'on croit comprendre à certains moments, finalement, c'est... Mais en fait, on n'avait pas compris. On se laisse avoir par des détails, par des choses qui nous conduisent vers de mauvaises pistes. Voilà, donc c'est pas du tout un thriller, c'est pas du tout quelque chose à suspense et tout ça. Et on suit juste voilà, une histoire principale, deux personnages, et on essaye de comprendre, d'entrer dans ce monde qui devient un peu particulier. Donc en fait, tout simplement, on est en 1984 et à partir du moment où les choses deviennent bizarres, un des deux personnages se rend vraiment compte qu'il est dans quelque chose de bizarre et se dit que tant qu'il aura conscience qu'il est dans ce monde bizarre, il se dira qu'il n'est pas en 1984, mais dans l'année 1Q84. Moi, de mon côté, j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté où on fait confiance à l'auteur, on se laisse porter par l'auteur, il nous emmène vers quelque chose de vraiment particulier, on ne sait pas trop si c'est du surnaturel, de la magie, ou on est dans la réalité, mais on est dans de la métaphore, dans quelque chose de décrit de façon étonnante, mais qui est en fait une façon de voir des personnages. On ne sait pas trop où on se situe, du début à la fin, et jusqu'à la fin même. Et alors si vous aimez avoir des explications sur tout et pour tout, c'est peut-être pas forcément l'auteur vers lequel il faut se diriger. Mais si vous avez envie de vous laisser porter vers quelque chose d'un peu... Oui, onirique, c'est vraiment le mot pour Murakami. C'est vraiment un auteur qu'il faut découvrir. Ce que j'ai apprécié aussi avec la découverte
de Murakami, c'est de lire de la littérature japonaise. Ce que j'apprécie beaucoup, et ce qui différencie les autres, les auteurs venus d'autres pays, c'est que avec Murakami, et c'est vrai pour d'autres auteurs japonais, hein, j'ai déjà lu par exemple Les Dames de Kimoto, que j'ai beaucoup aimé aussi en 2019. Voilà, ce que j'aime bien dans la littérature japonaise, c'est que on sent une différence culturelle, on la ressent, on découvre des choses. Enfin, moi je ne connais pas particulièrement la culture japonaise, voilà, et leur histoire, etc. Voilà, j'ai une connaissance de l'histoire qui est un peu plus centrée sur la France et sur l'Europe. Et donc là, avec des auteurs japonais, on ressent ce décalage culturel, historique, etc. que je trouve qu'on a moins quand on lit un livre voilà, d'un auteur américain par exemple. Les façons de vivre aussi sont pas si différentes. On se retrouve voilà, dans une culture qui est assez commune, alors qu'avec la littérature japonaise, enfin en tout cas dans ce que j'ai lu avec Murakami notamment, c'est qu'on se retrouve dans quelque chose qui est à la fois c'est de nos jours et en même temps c'est très différent de nos façons de vivre. Dans des petits détails, quand il décrit ce que se préparent à manger les personnages, quand voilà, on a le personnage qui rentre dans une maison et qui enlève ses chaussures, voilà ce qu'on retrouve aussi souvent dans les dessins animés japonais, on les voit souvent, tout de suite ils entrent dans une maison, ils enlèvent leurs chaussures. C'est pas quelque chose qu'on retrouve forcément nous dans nos films, dans nos séries, etc. C'est même pas mentionné de ce qui se passe quand les gens rentrent dans les maisons. Alors que là, on retrouve quelque chose qui est culturel et qui est un geste simple en fait du quotidien. Et c'est dans plein de choses comme ça. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas avec Murakami, il y a quand même pas mal de notes du traducteur pour expliquer des choses par rapport à la culture que du coup on n'a pas forcément. Voilà, tout simplement. Et du coup c'est vraiment de la découverte et ce côté-là me plaît beaucoup dans la lecture. Donc Murakami, la belle découverte de cette année. Et du coup, j'ai lu beaucoup, différentes choses de Murakami cette année. Donc un Q84, mais aussi, voilà, Gros pavé, Chronique de l'oiseau à ressort, que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, que j'ai lu assez vite, malgré le nombre de pages, et qui est une histoire assez différente. Mais on retrouve un peu le côté onirique, surnaturel, où on ne sait pas si c'est la réalité ou pas, dans quel type de monde on est, est-ce qu'on est dans un monde réel, est-ce que les personnages perdent un peu la boule, voilà, on retrouve un peu tout ça. On retrouve aussi des personnages, comme dans un Q84, on retrouve des personnages qui sont un peu complexes en termes de personnalité, qui ont pas forcément des vies simples, qui ont pas forcément des névroses, mais qui sont pas forcément bien à 100% dans leur tête, dans leur vie. Voilà, on retrouve des personnages assez compliqués et qui sont super intéressants à suivre, qui peuvent être attachants ou énervants, ça dépend des personnages, mais en tout cas, même des personnages secondaires qui sont extrêmement profonds. Et c'est ça qui est vraiment génial avec Murakami. Voilà, on découvre des personnalités voilà, plus complexes, pas des clichés de personnages qui sont comme ils devraient être. D'autres belles découvertes de cette année, et voilà, je le dis, il y en a plein, c'est la première fois que je lisais un comics. Voilà, j'ai attaqué par Batman et notamment sur quelque chose qui est centré sur le Joker.
Alors, en termes de culture, super-héros, etc. Pour ma part, j'aime pas trop tout ce qui va être les films Marvel, les super-héros, enfin, ça dépend lesquels, mais voilà, j'aime pas trop les Avengers, j'aime pas trop voilà, voilà, tout ce qui a trait aux super-héros. Par contre, celui qui me plaît beaucoup comme personnage et qui m'intéresse, c'est Batman. Et notamment avec la trilogie de Christopher Nolan, où je trouve que c'est vraiment 3 bons films, euh, bien joués, bien amenés. Et j'aime aussi le personnage en lui-même, qu'on connaisse à travers les films, à travers voilà, la culture qu'on peut avoir et les connaissances qu'on peut avoir globalement sur Batman, sans spécialement avoir vu des films. J'aime bien le personnage en lui-même, ce qu'il est, ce qu'il représente, parce qu'en fait, c'est pas un super-héros, il n'a pas de pouvoir, si ce n'est qu'il a de l'argent, il a de la technologie, et il a ce côté un peu sombre, ce côté un peu vengeur, masqué, qui fait sa propre justice. Voilà, c'est un personnage assez complexe qui me plaît pas mal. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est euh, son antagonisme avec le Joker, qu'on retrouve bien dans la version de Christopher Nolan, dans le film, qui est brillamment interprété. Et on retrouve aussi le personnage du Joker, et là tout seul, qui est sorti cette année, le film Joker justement. Et j'ai tellement apprécié ce film d'avoir un autre point de vue sur ce grand méchant de Batman, et un autre regard sur l'univers voilà, de Batman, de Gotham, etc. Que j'ai voulu en voir un peu plus, et du coup je me suis penchée vers les comics, et du coup j'ai lu ce premier, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience. J'ai beaucoup aimé avoir encore un nouveau regard sur le Joker, mais aussi euh, d'aller vers une lecture différente, avec quelque chose de beau, de coloré. Donc c'est une version voilà, sur couverture rigide qui a été recolorisée. Voilà. Et qui est vraiment un super bel objet. Un moment de lecture à la fois rapide, mais on apprend plein de choses. Voilà, j'ai découvert en fait le plaisir des lectures graphiques, et plus particulièrement des comics. Donc ça a été une belle découverte, et puis ça fait un peu une pause, hein, vous voyez, un peu entre, par exemple les Murakami, c'est quand même des gros pavés, donc ça fait un peu des pauses sur des lectures un peu plus courtes, voilà, pour souffler, puis pour un peu digérer aussi des choses comme Murakami, qui sont, voilà, on a envie des fois de digérer ce qu'on a lu, de voir un peu ce qu'on en pense vraiment, et du coup de pas forcément enchaîner tout de suite avec un autre gros roman. Donc ça c'est pas mal. Et j'ai fait une autre découverte graphique. Voilà, qui est une BD, et en fait une série de BD, il y en a d'autres. J'ai lu les 3 premiers, il y en a 4. Donc c'est la série Le jour où. Là c'est le premier, Le jour où le bus est reparti sans elle. Et c'est dans un style un peu plus développement personnel, mais vraiment sous forme d'une histoire. C'est pas une énumération de il faudrait faire ci, il faudrait vivre comme ça, mais plutôt voilà, sur une histoire, dans une BD colorée, avec des dessins tout jolis, tout doux et délicats. Voilà, vraiment un très bel objet, très jolie découverte, qui se lit doucement, lentement, et en même temps ça va assez vite à lire. Euh, on est sur un peu... on est un peu sur des contes philosophiques, un peu des contes pour prendre la vie d'une autre manière. Je sais pas ce que le... Il a pété un plomb. Voilà. Donc,
le jour où le bus est reparti sans elle et la série en général, on suit un personnage principalement, Clémentine. Donc je vous parle de ça et après la suite va dans le même genre d'idée. Clémentine a très envie d'aller vers la méditation, vers quelque chose d'un peu plus spirituel dans sa vie, etc. Et pour ça, elle veut absolument essayer de se mettre à fond dans le yoga, à fond dans la méditation. Oh là là. À fond dans la méditation. Elle voudrait se lever, réussir à se lever assez tôt tous les jours pour faire la salutation au soleil, réussir la méditation, mais en fait quand elle s'y met, elle pense à plein de choses différentes, sa liste de courses, à plein de choses. Et du coup finalement elle n'arrive pas à méditer et elle essaie d'apprendre, de se forcer à méditer. C'est assez drôle et en même temps c'est assez doux et joli. Et en fait, du coup, dans cette histoire, elle s'inscrit à un séminaire de méditation avec un grand maître qui est voilà, soi-disant reconnu, etc. Et finalement, ça va pas se passer comme ça parce que le bus du groupe de méditation qui est censé l'amener sur les lieux du séminaire va l'oublier pendant un arrêt. Et ça va pas du tout se passer comme elle pensait, du coup, elle va pas pouvoir faire son stage de méditation, son séminaire, mais elle va faire des rencontres, discuter avec des gens, vivre des choses qui vaudront beaucoup plus que ce qu'elle aurait appris à ce séminaire de méditation où il faut absolument réussir à faire tant de temps de méditation par jour, se forcer, etc. Donc quelque chose qui n'est pas du tout naturel, et dans les rencontres qu'elle va faire, ça va être plutôt des principes de vie qui vont s'appliquer et qui vont être voilà, qui vont être plus naturels, se forcer à méditer si on a envie de penser à autre chose à côté, mais voilà, de plutôt réussir à faire ses choix de vie, ses choix de pensée, etc., sans forcément passer par la méditation forcée, exagérée, etc. Enfin, elle va trouver tout ce qu'elle cherchait sans passer par le chemin qu'elle imaginait. En gros, c'est un peu ça. Et c'est assez intéressant. Et la suite, c'est un peu le prolongement dans son développement personnel. Voilà, il y a juste le dernier tome qui, je pense, qui ne porte pas sur elle, mais je ne l'ai pas encore lu. Et donc ça, c'est une belle découverte. Et je suis contente, entre le livre sur le Joker et celui-ci, d'avoir entamé un peu quelque chose de différent des romans. J'avais découvert d'abord les nouvelles, puis les romans graphiques, donc, enfin les lectures graphiques avec ces BD, et voilà, ça met un peu de variété aussi dans les lectures, et c'est assez sympa. Autre belle découverte, c'est un livre en particulier, Kadavreski. Alors, comme l'annonce le titre, c'est pas non plus une histoire très réjouissante. On va pas être là dans une histoire feel good, douce, voilà, réconfortante, etc. Mais plutôt face à quelque chose qui nous confronte un peu à nos façons de vivre, à nos façons de voir les choses, et notamment notre rapport aux animaux, à la consommation de viande, et globalement à tous les rapports avec les animaux. Puisque dans cette histoire, on part, donc c'est de la fiction, hein, l'histoire part du point de départ où on est dans un monde où les animaux ont été touchés par un virus qui a décimé les populations animales, et ce qui en reste est devenu totalement impropre à la consommation, au risque de contaminer aussi les hommes. Donc les hommes ne peuvent plus consommer de viande animale. Et au lieu de s'orienter vers quelque chose qui serait basé sur de l'alimentation végétale ou des substituts de synthèse ou quelque chose comme ça, dans cette histoire, l'homme n'a pas trouvé mieux que de faire de l'humain, de l'homme d'élevage, pour pouvoir consommer de la viande. Donc c'est pas des êtres humains, ils sont pas considérés comme des êtres humains, mais ils ont développé une sorte de nouvelle espèce humaine d'élevage qui va pouvoir être consommée.
Et cette histoire, c'est un peu, enfin ce livre, c'est un peu une claque. C'est écrit de façon très tranchante, les phrases sont courtes, les phrases sont prenantes, et on tourne autour de la vie du personnage principal qui travaille dans un abattoir, donc qui est quand même un peu plongé au cœur de, de ce système en fait, de ce système de consommation de viande humaine, qui va aborder les différents points et qui, une fois transposé en fait à l'homme, on se rend compte que, voilà, que ça nous gêne et on en vient à la fin de ce livre, et même au début quand on imagine le postulat en fait, à se dire en quoi est-ce que ça serait plus horrible de le faire subir à des humains que ce qu'on fait déjà subir aux animaux. Et on retrouve plusieurs aspects dans le livre de ce rapport à l'animal. Donc il y a les abattoirs, évidemment, il y a la consommation au quotidien, il y a le fait de posséder un humain d'élevage chez soi aussi, comme on pourrait avoir des poules ou voilà des animaux qu'on a qu'on prévoit de manger dans quelques semaines, dans quelques mois, de la viande fraîche. Il y a aussi l'aspect chasse, il y a l'aspect laboratoire, test sur ces individus avant de passer à l'échelle normalement humaine, mais là on voit le côté laboratoire où c'est encore plus... Les scientifiques sont encore plus contents, parce qu'ils pensent que les résultats sont encore plus pertinents, que le modèle, le cobaye est encore plus représentatif, c'est normal. Et du coup, on a tous ces aspects-là de l'histoire, dans l'histoire, tous ces aspects-là de comment sont traités ces hommes d'élevage, et ce qui en réalité, en fait, au quotidien, on fait subir aux animaux. Et se dire en quoi, comment ça se fait qu'on ne considère pas, ou pourquoi tout le monde, enfin il y a quelque chose comme ça, où on ne considère pas ça déjà horrible avant de passer à l'échelle humaine en fait. Qu'on ne considère pas ça déjà horrible quand on y réfléchit, rien que sur les animaux, avant même d'imaginer que ça soit possible. Et voilà, et puis les personnages sont bien faits, il y a voilà, une majorité de personnes dans le quotidien qui ont admis cet état de fait, qui s'y sont habitués de façon très, très froide, très détachée en fait. Parce que c'est pas des humains, c'est des humains d'élevage. C'est pas la même chose. On mangerait pas son voisin, mais pourquoi pas ceux d'élevage, enfin, voilà, il y a ce détachement très froid. Il y a aussi le personnage principal qui travaille dans les abattoirs et qui lui se pose des questions sur cette pratique, voilà, un peu plus, qui est un peu plus en réserve par rapport à ça, même si c'est admis dans la société, même si c'est normal. Voilà, il y a tous ces points de vue-là et qui font un peu réfléchir, reconsidérer aussi le point de vue des végétariens par rapport aux carnivores, point de vue des gens qui n'aiment pas la chasse par rapport à la chasse des animaux. Enfin, il y a pas mal de points. Et c'est une lecture qui change un peu voilà, des romans où tout est un peu... on découvre un peu un monde merveilleux, doux, réconfortant, etc. Là, c'est assez sombre. Et en même temps, ça sert à ça aussi la lecture, de nous faire réfléchir sur des choses, sur des points, même si on est carrément là dans de la fiction. Voilà, mais c'était une belle découverte. L'écriture est vraiment particulière. L'auteur est d'Argentine, il me semble. Voilà. Et c'est vraiment bien écrit. L'écriture est particulière, mais ça va tout à fait avec l'histoire, ça donne le ton. Tout est en accord parfait, je trouve. C'est vraiment un bel ouvrage. Et enfin, ma dernière
découverte, redécouverte ou dans la continuité, c'est Robin Hobb. Donc j'avais déjà lu des choses de Robin Hobb, j'avais commencé l'Assassin Royal qui se découpe en différents cycles, différents tomes dans chaque cycle. J'avais déjà lu l'Assassin Royal, l'histoire globale est terminée depuis pas très longtemps, depuis 2019 justement, et en tout cas pour les éditions françaises. Et donc le découpage, c'est 3 cycles, découpés en différents tomes, mais moi je lis donc les intégrales qui regroupent plusieurs tomes, et donc chaque cycle est découpé en 2 intégrales. Et donc j'avais déjà lu les 2 premiers cycles. J'avais envie d'attaquer le 3e cycle, et finalement j'ai lu quelque chose qui rentre dans le même univers, mais pas dans l'histoire globale de l'Assassin Royal. On n'est pas aux mêmes endroits, on n'est pas avec les mêmes protagonistes. Mais on est dans le même univers, il s'agit des Aventuriers de la Mer. Donc, comme je l'ai dit, on est dans le même univers, la même époque, ou en tout cas on est censé être entre le cycle 1 et le cycle 2 de l'Assassin Royal, puisque ça se déroule vraiment sur de nombreuses années. Par contre, on est avec des personnages différents, qui vivent des choses complètement différentes, qui sont aussi dans des lieux différents, donc avec des problèmes géopolitiques, culturels, etc., qui peuvent être différents, des points de vue différents aussi. Et c'est vraiment très sympa. Et j'ai vraiment adoré, j'ai lu, il y a 3 intégrales comme ça. Et donc en 2019, j'ai lu les 3 des Aventuriers de la Mer. C'est vraiment de l'aventure, justement. C'est vraiment très sympathique. Et comment dire, les personnages sont nombreux, contrairement à l'Assassin Royal où on suit principalement un personnage principal et quelques personnages secondaires qui restent souvent les mêmes. Ici, on a plusieurs personnages principaux qui sont assez proches, en termes de... autant en termes de liens familiaux que physiquement, qui vont se retrouver plongés chacun de leur côté et éloignés dans des aventures différentes pour finalement, hein, on se doute, enfin, en tout cas on attend ça, que leurs histoires finalement, leurs aventures finissent par se recouper. Et c'est vraiment très bien, les personnages sont tous différents et en même temps intéressants d'un point de vue ou d'un autre. Certains m'intéressent plus que d'autres, m'ont intéressé plus que d'autres. Il y a de la magie, il y a tout un univers à découvrir et c'est vraiment très sympa. Tout est bouclé, on n'est pas obligé d'avoir lu l'Assassin Royal pour tout comprendre. Tout est vraiment bouclé, tout est expliqué. On devine certaines choses, on commence à comprendre certaines choses en même temps que les personnages. Et puis après, sinon, beaucoup de choses sont expliquées au fur et à mesure. Souvent, on commence à avoir compris les choses que c'est expliqué après. Et du coup, qui viennent confirmer les idées qu'on peut en avoir. L'objectif est vraiment n'importe quoi. Et voilà, c'est tout un univers complet. Et on peut se passer d'avoir lu l'Assassin Royal pour comprendre. Ça se lit assez vite quand même. Les chapitres sont pas très longs, on alterne souvent les points de vue. À l'intérieur des chapitres, c'est pas forcément un chapitre par personnage, par point de vue. Donc ça rythme assez bien la lecture et ça va assez vite. On a souvent envie d'aller au chapitre suivant pour connaître la suite de tel personnage, parce qu'entre temps, on nous raconte ce qui se passe pour les autres. Du coup, ça nous donne envie d'aller plus loin. Et du coup, comme je dis, c'est une histoire complète où on peut se passer de l'Assassin Royal, ou même il y a aussi Les Cités des Anciens, que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai, qui se passe normalement après. Donc en fait, on peut lire très bien tout seul Les Aventuriers de la Mer, se faire plaisir sans avoir de connaissance de tout l'univers.
Après, il y a des choses qui se recoupent. Il y a des choses, c'est un peu des personnages qui ont qui viennent de plus loin, ou des oui-dire sur ce qui se passe à l'autre bout du monde, donc qui font référence à l'assassin royal, donc ça fait un peu plus des clins d'œil, mais ça nuit pas à l'histoire si on ne le sait pas. Et en même temps, il y a des choses, des liens plus profonds avec ce qui se passe dans l'assassin royal, avant ou après, dans l'histoire. Voilà, il y a des renvois qui sont très intéressants pour ceux qui lisent tout l'univers, qui lisent les différentes sagas, et du coup c'est super intéressant, super profond, plein de magie, d'un univers, c'est de la fantasy, et en même temps on retrouve voilà, le côté fantasy de ce qu'on peut apprécier chez Tolkien, dans Game of Thrones par exemple, mais en même temps il y a son univers à part entière, sa magie qui est particulière, qui n'est pas forcément sur les mêmes principes que ce qu'on peut retrouver dans d'autres œuvres du genre. Donc c'est vraiment très sympa, une belle découverte que j'ai dévorée. Et j'ai terminé justement l'année 2019 avec le dernier tome. C'était, il me semble, ma dernière lecture. Alors voilà, un bilan lecture très long je pense, mais très fourni, très rempli de bonnes choses, de bonnes lectures. Et puis du coup, vraiment très positif du coup. J'ai vraiment aimé retrouver la lecture, de pouvoir relire aussi vite les livres et du coup les apprécier d'autant. J'ai eu vraiment aussi de bonnes lectures, de belles découvertes qui m'ont poussé encore plus à continuer dans la lecture et à essayer de partager mon temps entre lecture et tricot. Et j'espère réussir à continuer sur ce rythme, à pouvoir partager mon temps entre mes différents loisirs, tricot, couture, lecture et autres loisirs créatifs. J'espère que ce petit bilan vous aura plu, que ça vous aura peut-être aidé à faire votre bilan sur vos réalisations, sur ce que vous avez fait et sur peut-être l'écart entre ce que vous vouliez faire et ce que vous avez fait réellement en 2019. S'en suivra une autre vidéo sur les idées, les envies, les projets pour 2020, qui seront aussi les conclusions tirées de ce bilan 2019, de ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie d'orienter ces loisirs, comment j'ai envie de me partager entre ces différents loisirs, le temps que je pourrais y accorder. Tout ça, vous le retrouverez dans la vidéo suivante sur comment je pense voir les choses d'un point de vue tricot, couture, lecture principalement, pour 2020, comment je veux aborder les choses. Et même si vous avez un peu un aperçu de comment ce qui m'a plu et déplu cette année, comment j'aurais aimé les aborder, et voilà, je vous présenterai les choses de manière un peu plus concrète pour ce que je compte faire en 2020. Voilà, sur ces mots, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.